Vous regardez l'après-info sur BFM TV, il est 15h. Les premières neiges sont arrivées après la douceur de novembre. Décembre s'annonce plus froid et cette baisse des températures favorise l'arrivée des flocons. Comme en Haute-Loire où ça tombe depuis ce matin, on sera en direct sur place dans un instant. Et c'est dans ce contexte que s'annonce un hiver en sous-tension. Emmanuel Macron appelle à ne pas paniquer sur l'éventualité de coupures temporaires de courant en cas de froid durable et compte tenu de l'état de notre parc nucléaire. Les écoles ne seront pas épargnées, mais pas plus de 3 fois. Explication dans ce journal. L'épidémie de Covid en plein rebond. Les autorités sanitaires incitent vivement les personnes à risque à faire un rappel de vaccin avant les fêtes. On verra si cet appel est entendu dans les pharmacies. Et puis les Bleus en 8e de finale du mondial au Qatar. Le match sera demain à 16h face à la Pologne. La plupart du groupe France s'est entraîné normalement. Seul Théo Hernandez a été ménagé. Vous avez sans doute constaté depuis quelques jours une petite baisse des températures et cela favorise l'arrivée des flocons. Les premières neiges sont tombées sur la France ce matin, sur le Massif central par exemple. C'est là qu'on va retrouver Mathias Arrête immédiatement en direct à Ysongeaux. Mathias, êtes-vous sous la neige cet après-midi ? Écoutez, là on est plutôt sur de la bruine, hein. Ça va, ça vient, la neige devrait faire son retour d'ici la fin d'après-midi. Ce qui est certain, c'est que les habitants de la région, et plus particulièrement ceux d'Yssingeaux, se sont réveillés ce matin avec jusqu'à 5 cm de neige devant chez eux pour leur plus grand bonheur, comme vous allez l'entendre dans les témoignages que nous avons recueillis avec Théo Touchet. Ces flocons sont les bienvenus à l'heure qu'ils ont voulu, parce qu'on ne choisit pas. En tout cas, c'est l'hiver et c'est poétique aussi. Ça fait du bien. J'habite Saint-Geur, donc on est à 1000 mètres. Et ce matin, on a eu la bonne surprise d'avoir de la neige. Donc c'était un vrai plaisir. On en profite un petit peu avant les fêtes de Noël. Donc on a ce côté un petit peu magique de la neige et de la découverte pour les enfants aussi. C'est trop bien. Pour ce qui est de la sécurité routière, la préfecture de Haute-Loire a rappelé aux automobilistes leur obligation d'équiper leurs véhicules de pneus neige ou à défaut de chaînes ou de chaussettes, car il y a de nombreux cols dans la région et que d'ici la fin du week-end, on attend encore beaucoup d'intempéries de ce type. Merci pour ces précisions. Donc à Yssingeaux, Mathias Arrête avec Théo Touchet pour BFM TV. En plateau avec nous, Sandra Larue, journaliste météo BFM TV. Sandra, quelle est l'évolution à prévoir pour ces prochains jours? Est-ce qu'il va continuer comme ça à neiger? Alors oui, sur les reliefs, en effet, il va continuer à neiger. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des températures basses, hein, on s'en est aperçu, c'est ces valeurs hivernales qui se sont mises en place. Et puis, on a donc ce courant de sud là qui fait remonter des pluies de Méditerranée. Et ces pluies, au contact de l'air froid, donc présent notamment sur l'Auvergne, hein, sur la Haute-Loire, eh bien, ces pluies se font sous forme de neige aujourd'hui. C'était le cas ce matin en tout cas. On va conserver des chutes de neige sur les reliefs à basse altitude cet après-midi. On les voit ici en vert, en blanc également. Donc essentiellement pluie et neige mêlée. Mais sur les Alpes du Sud, ça tombe bien. Donc à assez basse altitude, des 1000 mètres. Et donc en effet, on va conserver cet après-midi ce programme. Et pour la nuit prochaine, on pourrait voir, donc on a des températures basses. Et pour la nuit prochaine, on pourrait voir quelques flocons voltiger entre la Bourgogne, le centre, également jusque sur le sud de l'Île-de-France, pourquoi pas, les Pays de la Loire, mais ça ne tiendra pas au sol. Il s'agira plutôt de pluie et neige mêlée. On retrouvera donc des températures toujours fraîches, mais il va continuer de neiger essentiellement sur les reliefs pour ces prochains jours, donc sur les Alpes du Sud, sur le Massif central à assez basse altitude. Donc c'est une bonne nouvelle pour les futurs vacanciers et pour ceux qui profitent des stations, celles qui sont ouvertes dans le courant du week-end. Donc la masse d'air qui reste froide, les températures demain matin, encore des valeurs négatives. Donc on va conserver ce froid, si bien que lundi matin, ce minimum dépressionnaire là qui était sur le sud-est du pays aujourd'hui va s'évacuer vers l'Allemagne et on pourrait voir aussi voltiger quelques flocons sur les plateaux lorrains, sur le plateau lorrain, sur le plateau de Langres, également remontant sur les collines de l'Artois, plus sur l'extrême nord du pays. Donc voilà le programme. On conserve des conditions hivernales, de l'air froid tout au long de la semaine prochaine, mais côté neige, essentiellement sur les reliefs. Bien, couvrez-vous et prenez vos précautions. Merci beaucoup, Sandra Larue. Alors l'arrivée du froid entraîne de nouvelles inquiétudes concernant l'électricité. Bien sûr, pas de coupure à très court terme, c'est-à-dire dans les prochains jours, selon le directeur exécutif de RTE. En revanche, la nécessité de délestage ponctuel pendant l'hiver se précise. On va voir ça en détail avec Thibault. En pleine arrivée de l'hiver, faut-il se préparer à des coupures électriques? Ces derniers jours, la chute des températures fait craindre une surtension. Le gestionnaire du réseau n'exclut pas des délestages. Ce seraient des coupures qui seraient temporaires, de l'ordre de 2 heures,
qui serait localisée, une ville, un quartier, et surtout qui tourne, parce que l'objectif, c'est jamais qu'elle soit sur les mêmes personnes. Le gouvernement travaille actuellement sur l'hypothèse de 6 à 10 épisodes de coupures ciblées au cours de l'hiver. Concrètement, elles pourraient avoir lieu aux heures de pointe, entre 8h et 13h et 18h et 20h. Mais elles n'excéderont pas plus de 2 heures d'affilée. Seuls les services publics essentiels, hôpitaux, casernes de pompiers et commissariats y échapperont. Les habitants seront prévenus la veille à 17h d'éventuelles coupures. Un scénario noir, mais pour RTE, les économies d'énergie des entreprises ont déjà permis d'endiguer les risques. La consommation d'électricité a baissé. Elle n'a pas baissé que du fait des conditions météorologiques qui étaient anormalement chaudes au cours du mois d'octobre et au mois de novembre. Elle a baissé structurellement. On est 6 à 7% en dessous du minimum des années d'avant du Covid. Selon le gestionnaire français, aucune coupure n'est prévue à court terme. Aujourd'hui, la plateforme EcoWatt, qui mesure la tension sur le réseau électrique, affiche un signal vert pour les prochains jours, soit l'absence de risque de délestage. Et en cas de coupure de courant, les écoles ne seront pas considérées comme prioritaires. Par conséquent, les élèves ne seront pas accueillis pendant ces demi-journées de délestage dans les zones qui seraient concernées. Les syndicats d'enseignants s'insurgent contre cette décision du gouvernement et certains proviseurs, comme Olivier Beaufrère dans l'Essonne, ne comprennent pas non plus ce qu'il va se passer concrètement. Au moment où nous parlons, effectivement, je peux dire que nous n'avons pas d'éléments d'information concrets et surtout nous n'avons été associés à aucune démarche préparatoire comme on peut le faire sur d'autres sujets. Si on revient au cœur du dispositif, on ne pourra pas lancer nos repas de cantine parce que ça commence le matin à 6h, donc imaginez avec une coupure pour produire. On aura des soucis sur les transports scolaires qui n'auront pas lieu en cours de journée. On ne pourra pas relancer nos plateaux techniques dans les lycées professionnels. Il y a des problèmes de sécurité, de temporisation. Les personnels n'auront peut-être pas pu non plus se déplacer. Donc on est vraiment dans une situation où il faut arrêter de faire croire qu'on pourra couper le matin et ouvrir l'après-midi. Mais ce midi, Emmanuel Macron s'est voulu rassurant sur ce risque de coupure d'électricité. Le président de la République s'est exprimé depuis les États-Unis. Pas de panique. Ça ne sert à rien. Et ce n'est pas vrai. Donc, il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême, qui est en effet la nécessité de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Bon. C'est normal que le gouvernement prépare un cas extrême, parce que les dernières années nous l'ont montré, parfois l'impensable arrive. Si on fait tous un peu attention, et à côté de ça, si EDF continue le travail, et j'ai pleine confiance dans l'ensemble des salariés d'EDF et son président-directeur général, alors oui, nous pourrons passer, même avec un mois de décembre, un mois de janvier froid, cette période. Ça dépend de nous. On décrypte cette déclaration avec vous, Mathieu Coache, du service politique de BFM TV. La dernière fois qu'Emmanuel Macron a dit pas de panique, on s'en souvient, c'était avant la pénurie d'essence. Alors, est-ce qu'on est dans le même cas maintenant avec cette situation sur l'électricité ? Alors, je crois que c'est précisément l'inverse. En fait, Emmanuel Macron ne veut plus jamais entendre ces procès en amateurisme, en manque de préparation qu'il y a pu y avoir justement pendant cette pénurie d'essence. Et puis, si on remonte un peu plus loin au Covid et notamment pendant cette séquence des masques que l'on a tous en tête. La consigne qui a été donnée au gouvernement, c'est de prendre les devants, quitte à aller franchement loin dans les scénarios catastrophes. D'ailleurs, le président de la République le dit, ce sont des scénarios fictifs, mais il faut les préparer. Pas de panique, ça sert à rien. C'est pas vrai. Alors de là à dire que la note de 9 pages très détaillée par la première ministre envoyée au préfet est une pure fiction, eh bien il n'y a qu'un pas. Et d'ailleurs, si vous demandez en coulisses aujourd'hui à des ministres qui sont concernés par ce dossier des délestages, des coupures d'électricité, eh bien ils sont franchement très rassurants. Les délestages dans l'état des choses ne devraient pas avoir lieu dans les semaines qui viennent. Sauf si, et ça c'est très important, si les Français et les entreprises relâchent complètement les efforts, se mettent à chauffer à 21 degrés tous les soirs à 18h. La stratégie du gouvernement dans les semaines qui viennent, ça va donc de continuer à mettre la pression sur les Français, leur demander de télécharger la fameuse application EcoWatt dont vous entendez déjà beaucoup parler, qui, si elle passe au rouge, il faut le rappeler, laisse 3 jours pour rectifier les comportements et donc pour éviter les coupures. On peut quand même s'interroger aujourd'hui sur la stratégie du président de la République dans cette interview, parce que en répétant 2 fois pas de panique, eh bien il prend le risque que les Français renoncent en partie aux bonnes habitudes qu'ils ont commencé à prendre. Merci beaucoup pour ce décryptage, Mathieu Coache. Maintenant, nous sommes en direct avec Yann Brossa, le porte-parole du Parti communiste français. Yann Brossa, bonjour, bienvenue sur BFM TV. Pas de panique donc, dit le chef de l'État. Est-ce que vous, ça vous rassure ?
Non, ça ne me rassure pas et rien que le fait que ces délestages soient envisagés provoque chez moi, comme chez des millions de Français, un immense sentiment d'humiliation nationale. Longtemps en France, on a été fiers d'avoir notre indépendance énergétique, d'avoir notre souveraineté et aujourd'hui, parce que des gouvernements successifs ont fait des choix funestes, on se retrouve dans cette situation-là. On a sacrifié la filière nucléaire, on a fermé Fessenheim, on s'est débarrassé de tas de filières professionnelles, notamment des soudeurs. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation aussi pitoyable et je pense que tout ça doit nous conduire à tirer quelques leçons des choix qui ont été faits au cours de ces dernières années en matière énergétique. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le gouvernement fait valoir son anticipation de ce qui pourrait se passer avec ces coupures de courant. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement se prépare correctement à ces éventuels délestages ? Non mais vous vous rendez compte, on est la 6e puissance économique du monde et on envisage de fermer pour quelques heures des écoles parce qu'on ne serait plus capable de les fournir en électricité. Et le gouvernement nous explique que les écoles, l'éducation nationale, ça ne fait pas partie des services publics essentiels. Mais enfin, on est où ? On est où là ? Et je pense que des millions de Français se disent la même chose. On a le sentiment au fond que la France est devenue un pays du tiers-monde. Ce qui se joue, c'est la tiers-mondisation de la France. Et tout ça, je le redis, ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas du fait qu'il fait froid, ça vient d'abord et avant tout de choix qui ont été faits, qui étaient de mauvais choix. Le choix de sacrifier la filière nucléaire, le choix de privatiser tout ce secteur de l'énergie. On avait un service public, EDF, qui fonctionnait bien, qui disposait d'un monopole, et on a tout coupé en rondelles, on a sacrifié notre service public, et voilà où on se retrouve. Et donc, à un moment donné, ce qu'il serait bon, c'est que le gouvernement nous dise comment on sort de cette situation, comment on réinvestit dans le nucléaire, comment on remet du service public pour faire en sorte que la France retrouve sa souveraineté énergétique. Au Parti communiste français, Yann Brossat, vous réclamez un débat à l'Assemblée nationale sur ces possibilités de coupure d'électricité ? Bien sûr qu'on a besoin d'un débat à l'Assemblée nationale, mais on a surtout besoin de décisions sérieuses qui nous permettent de ne plus nous retrouver dans cette situation. Je le redis, réinvestir dans le nucléaire, nous permettre de retrouver notre souveraineté énergétique. Et puis au-delà de la question de l'énergie, c'est la question plus globale du service public, parce que dans tous les domaines ça craque, dans l'hôpital, dans le service public postal, dans le système ferroviaire, tous nos services publics, tout ce qui faisait la fierté de la France au fond, tout ça est en train de foutre le camp à cause des mauvais choix qui ont été faits par les gouvernements successifs. Et je pense que beaucoup de Français se disent qu'on ne doit pas continuer dans cette voie-là. Alors, les contrôleurs de la SNCF, on le rappelle, sont en grève encore ce week-end pour réclamer de meilleures conditions de travail. On imagine que vous les soutenez, vous les soutiendrez aussi s'ils font grève à Noël ? Moi, je soutiens tous ceux qui se mobilisent pour défendre le service public. Et effectivement, à la SNCF comme ailleurs, on a besoin que les salariés se mobilisent pour remettre du service public, pour faire en sorte qu'on ait des services publics qui fonctionnent, pour faire en sorte que dans notre pays, on ait un État qui revienne, qui fonctionne correctement, plutôt que d'avoir en permanence des choix qui conduisent à sacrifier le service public. Et on le voit une fois de plus dans le secteur de l'énergie. C'est parce qu'on a sacrifié ce service public-là qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et donc, bien sûr, les salariés qui se mobilisent, ils ont raison de le faire. Ils tirent la sonnette d'alarme depuis des années, ils ont bien raison de le dire. Merci Yann Brossat, merci d'être intervenu cet après-midi sur BFM TV. C'est moi qui vous remercie. Alors que l'épidémie de Covid repart, les personnes les plus fragiles sont vivement encouragées à procéder à une nouvelle vaccination de rappel. Et on va voir si ces recommandations sont suivies d'effet ce week-end dans les pharmacies. On retrouve Chloé Giraud immédiatement en direct à Boulogne-Billancourt. Chloé, est-ce que les gens viennent se faire vacciner cet après-midi ? Oui, ici, c'est le cas. Il faut savoir, en revanche, que de manière générale, cette campagne de rappel, elle patine avec seulement 20% des personnes à risque qui, pour l'instant, sont à jour dans ces rappels de vaccination. Mais ici, dans cette pharmacie de Boulogne-Billancourt, eh bien, on vaccine en continu depuis ce matin, sans arrêt, contre la Covid-19. On est avec Marie, qui est infirmière ici et qui vaccine justement. Bonjour. On peut le dire, il y a du monde ici qui vient faire son rappel. Ah oui, alors... c'est on continue depuis un certain temps. Disons que depuis 15 jours, on a énormément de monde et comme ça se cumule avec la grippe, c'est vrai que les gens, ils savent plus bien s'ils doivent commencer par la grippe, commencer par la 4e, la 5e pour certains patients à risque. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de monde. Je pense que les médias ont fait leur travail et ça a effectivement motivé les gens à venir se faire vacciner. Quels sont les profils justement des personnes qui viennent pour ces doses de rappel ? Est-ce que c'est particulièrement les personnes
personnes à risque ou bien finalement tous les profils? On va dire que pour la 5e dose, c'est principalement les personnes âgées, les patients à risque, ça c'est sûr. Mais on a encore beaucoup de personnes âgées, assez âgés même, qui viennent pour la 4e dose qu'ils n'ont pas encore reçue. Et puis on a des trentenaires, des quarantenaires qui ont entendu effectivement l'appel des médias et qui viennent pour se faire vacciner. Est-ce qu'il faut le faire justement quand on est plus jeune, en bonne santé? Est-ce que c'est impératif de le faire? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour se faire vacciner. Hein. Il faut absolument se faire vacciner. Le cycle basique, c'est 3, maintenant 4. Et pour les patients à risque, on en est déjà à la 5e. Merci Marie, bon courage pour cet après-midi. On rappelle donc que les personnes à risque, donc au-dessus de 60 ans, et puis les personnes qui sont porteuses de maladies sont particulièrement incitées à faire cette dose de rappel dans un contexte de regain épidémique, puisque le taux d'incidence est actuellement de 528 cas pour 100 000 habitants en France. Merci Chloé Giraud. Avec David Boutellier dans cette pharmacie de Boulogne-Billancourt. Bonjour Jean-Pierre Thierry, consultant santé BFM TV. Justement, on va continuer d'essayer d'éclaircir la situation pour nos téléspectateurs. On l'a vu dans cette pharmacie, déjà quelques règles de bon sens qui ont été rappelées par la pharmacienne, de se faire vacciner à l'approche des fêtes. Il y a plusieurs cas, elle nous l'a rappelé. Il y a la 3e dose, la 4e dose, la 5e dose même pour certaines personnes, en gros, qui a intérêt à se faire vacciner actuellement? Alors tous les gens qui sont à risque, et donc le risque il est lié à l'âge, donc les plus de 60 ans, et il est lié aux maladies qu'on peut avoir même si on est plus jeune. Ensuite, il y a aussi les gens qui sont dans l'environnement, dans la famille de quelqu'un qui est particulièrement à risque lié à l'âge ou il y a présence d'une maladie. Et là, il ne faut pas hésiter, il faut se revacciner 3 mois après une dose si on a plus de 80 ans et 6 mois après la dernière dose si on a moins de 80 ans. Concrètement, ça peut concerner tout le monde. On peut se présenter, on ne sera pas rejeté. Par exemple, si on n'a pas plus de 60 ans, si on a 40 ans, qu'on arrive comme ça et qu'on a un rappel de plus d'attendre il y a plus de 6 mois. Alors, la priorité, c'est vraiment de vacciner ceux qui sont à risque de faire des formes graves, parce qu'il y a que comme ça fait partie des mesures les plus efficaces pour limiter dans les mois qui viennent les hospitalisations, soit en hospitalisation traditionnelle, soit en réanimation, malheureusement. Alors, donc, surtout en hospitalisation traditionnelle, parce qu'il faut le dire, il y a encore 20 000 personnes hospitalisées pour et avec Covid dans les hôpitaux français. Et vous savez, le personnel est épuisé, il y a des lits fermés. Ensuite, il y a 2 épidémies saisonnières en même temps, c'est l'épidémie de grippe, et puis même si ça touche les nourrissons, il y a l'épidémie de bronchiolite. Donc ça va être extrêmement tendu dans les 2-3 mois qui viennent, on le sait déjà. On n'est pas encore au pic de l'épidémie de grippe et de l'épidémie de bronchiolite. Et tout ça, c'est des autres mesures. Tous ces virus fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire ils nous contaminent dans l'air ambiant, par l'aérosol, par les gouttelettes, par les mains et par les pièces non ventilées. Donc à côté de les vaccins, donc c'est les personnes concernées. On a 2 vaccins, le vaccin contre le Covid bivalent maintenant qui protège mieux des formes graves avec les vaccins, les variants circulants. On a le vaccin contre la grippe. Pour la bronchiolite, il n'y a pas de vaccin. Donc là, on est dans le registre des gestes barrières. Et donc, il faut insister sur les gestes barrières auprès des parents des jeunes nourrissons, mais aussi de leur famille qui peut être présent pendant les réunions de fin d'année, etc. Et puis, d'une façon générale, peut-être qu'on sera amené, en fonction de la situation hospitalière, à freiner la diffusion de ces 3 virus, en fait. De ces 3 virus. Et donc, ça va être les gestes barrières. Donc, c'est pour ça qu'on réaborde le thème des masques dans les transports en commun. Mais au-delà des transports en commun, tous les gens à risque. Alors, il y a une population aussi dont je n'ai pas parlé qui doit porter les masques. C'est ceux chez qui les vaccins ne fonctionnent pas. Comment on le sait? Alors, on le sait parce qu'ils ont des maladies et ils sont surtout traités avec ce qu'on appelle des immunomodulateurs qui dépriment leur immunité. Donc, quand on a fait les vaccins, on a respecté. On a même répété les doses. C'est même 6 doses, etc. On voit qu'ils ne montent pas les anticorps, donc ils restent à risque. Et malheureusement, une partie de cette population se retrouve en réanimation aujourd'hui. Et là, on a une autre solution qui s'appelle le Paxlovid, qui est un traitement antiviral qui doit être administré assez tôt après les symptômes. Et donc, c'est pour cette population d'immunodéprimés. Mais ça peut être aussi des gens à risque qui n'ont pas eu un parcours vaccinal complet. Avouez que sur cette vaccination, docteur, on a toujours là, un petit peu de mal à comprendre qui est éligible, qui ne l'est pas. Auparavant, on a eu des grandes campagnes de vaccination en pleine épidémie de Covid, avec des centres ouverts dans toute la France, des catégories de population très bien ciblées. Pourquoi est-ce que cette nouvelle campagne de rappel est globalement un échec? Alors, non, d'abord, on a eu un démarrage difficile en France et puis en fin de compte, on a été extrêmement vertueux et on s'est très bien vacciné.
Sur la fin, d'abord, les autorités de régulation devant l'apparition des variants, elles veulent savoir si les vaccins sont efficaces. Ensuite, il y a des nouveaux vaccins qui ont été introduits. Encore une fois, voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles la communication a été compliquée. Mais encore une fois, les gens, ils peuvent se tourner vers les professionnels de santé. Tout le monde rentre dans une pharmacie, tout le monde voit une infirmière, voit normalement assez facilement un médecin. Il faut se renseigner pour savoir si on est éligible. Il ne faut pas hésiter à rentrer, à demander l'avis. Et là, vous verrez que c'est relativement assez simple et on terminera, si on en a besoin, par avoir la piqûre dans l'épaule. C'est peut-être une bonne chose et peut-être aussi une moins bonne. La population s'est habituée à ce virus depuis 2 ans, au Covid-19. Mais pour autant, certaines personnes peut-être ne comprennent plus vraiment l'intérêt du vaccin. Est-ce qu'on peut rappeler quel est l'intérêt pour une personne, même en bonne santé, même pas à risque, de se faire vacciner? Vous avez raison, c'est un paradoxe parce que quand les vaccins sont efficaces, ils ont été mêlés aussi pour beaucoup de gens ont fait un Covid, ont été malades quelques jours, ce qui n'est pas génial. Et donc, ce qu'on appelle le niveau d'immunité générale a atteint un assez bon niveau entre les vaccins qu'on a eus. Quelquefois, on a eu les vaccins plus un Covid, etc. Donc, on a eu et puis tout le monde avait envie de tourner la page, en fait. Ça, on l'a bien vu assez rapidement, y compris dans les médias. Donc, on a tendance à minimiser le risque. Alors, on a raison de le minimiser parce que tout le monde il y a un assez bon niveau d'immunité collective, sauf que cette immunité, chez certaines personnes, notamment chez les personnes âgées, on sait qu'elle diminue relativement vite dans le temps. D'où l'intérêt de se revacciner, de faire les boosters, les doses supplémentaires. Et ensuite, on a des inconnus sur la façon dont le nouveau variant va se comporter. Il y en a qui disent qu'il est peut-être moins dangereux que les autres. C'est sans doute probable, mais s'il va très rapidement toucher énormément de gens dans la population, on risque d'avoir un afflux aux urgences et ensuite en hospitalisation. Et comme vous le savez, c'est une autre variable à prendre en compte. Le système hospitalier français est tellement sous tension, on n'est pas dans la première vague. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Au passage, c'est pour ça, c'est rarement dit, c'est pour ça que les Chinois sont coincés avec leur zéro Covid, c'est que s'ils rouvraient, ils auraient énormément de malades très rapidement et donc ils auraient des services désorganisés, des usines qui s'arrêtent et c'est pas non plus dans notre intérêt. Sur une population extrêmement importante. Exactement. Merci beaucoup, docteur Jean-Pierre Thierry, pour toutes vos explications. On a bien compris, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner en pharmacie sur cette vaccination Covid. On en vient à la situation en Ukraine à présent et on va voir comment ça se passe dans la région de Bakhmout. Des combattants russes ont choisi de déserter et de rejoindre les troupes ukrainiennes. Nicolas Coadou, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine et on vous retrouve en direct de Kramatorsk. Comment ces soldats se sont-ils retrouvés donc à changer de camp? Eh bien, il y a plusieurs d'entre eux. Déjà, il y en a certains qui se sont rendus, comme vous l'avez dit. Alors, c'est un cheminement extrêmement compliqué pour qu'ils se retrouvent à combattre. Déjà, il faut qu'ils se rendent, qu'ils rendent les armes. Alors, pour ce faire, les autorités ukrainiennes ont mis en place une plateforme qui s'appelle Save Your Life. En fait, c'est une messagerie, Telegram, un numéro de téléphone sur lesquels ces soldats russes peuvent appeler et on leur explique comment se rendre. Dans cette brigade, il y a ceux qui se sont rendus. Il y a également des Russes de nationalité russe qui n'ont jamais combattu pour la Russie, mais qui ont décidé, au regard des atrocités qui ont été commises, de s'engager pour les forces armées ukrainiennes. Bien sûr, comme vous vous en doutez, il y a ce risque d'agents infiltrés. Donc, ce qui a été mis en place, c'est une sélection extrêmement drastique, à savoir détecteur de mensonges, entretien avec des psychologues avant de pouvoir faire cette formation de 3 mois. Et ce n'est qu'ensuite qu'ils se retrouvent sur le front. Voyez ce reportage que nous avons réalisé avec Stéphane Bojar et Oksana Leuta. Sur les réseaux sociaux, leurs vidéos sont dignes de films hollywoodiens. Ils se font appeler Liberté pour la Russie. Cette légion, un peu particulière, est composée de Russes dissidents, de soldats déserteurs, tous engagés contre le pays qui les a vus naître. Face à un parterre de journalistes, ils comptent bien montrer au monde entier que les Russes aussi peuvent s'engager contre Poutine, malgré les risques. Je suis inquiet, mais même le prix de la vie de ma famille ne me fera pas faire un seul pas en arrière. Ti, russe de naissance, nous raconte être parti en Ukraine avant la guerre. Depuis Kiev, il assiste avec dégoût au massacre de Boutcha, d'Irpin. Ce que j'ai vu là-bas m'a beaucoup choqué. Moi, je pensais que l'armée russe était composée de personnes d'honneur. Face à l'horreur, il s'engage dans cette légion étrangère, composée de Russes, Géorgiens et Tchétchènes. Très vite, un fossé se creuse avec ses proches restés en Russie, plongés dans l'endoctrinement poutinien. Au début, je leur disais, c'est très dur ce qu'il se passe ici. Eux, ils me répondaient, c'est pas grave, on va venir te libérer bientôt.
Après ça, j'ai arrêté de leur parler. Pour certains Russes, ils sont le fruit d'une prétendue propagande ukrainienne. Pour d'autres, ce sont tout simplement des traîtres. Je combats non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la liberté de mon peuple russe. En faisant ça, je suis un patriote, je ne suis pas un sbire de Poutine. Ceux-là se battent dans la région de Bakhmut, notamment contre les miliciens du groupe Wagner. Cette légion étrangère est bien souvent en première ligne. Avec ses lance-mortiers, ils sont à seulement 2 kilomètres des Russes. Aujourd'hui, ils seraient plus de 500 désireux de combattre leur propre pays, du moins tant qu'il sera dirigé par celui qu'ils considèrent comme un despote. 15h24, c'est l'heure du journal du mondial, tout de suite avec Arthur Jean. J-1 pour le 8e de finale des Bleus. Ce sera demain face à la Pologne, coup d'envoi prévu à 16h. Hier, la plupart du groupe France s'est entraîné normalement. Seul Théo Hernandez a été ménagé. Il souffre d'une petite contusion à la cheville gauche, mais devrait être bien là, à l'entraînement de veille de match. Match que redoutent les Bleus, et cela à cause de la qualité de la défense de leurs adversaires polonais. Cette équipe de Pologne a été amenée sur les 3 matchs qu'elle a eu à faire en poule à défendre, à beaucoup défendre. Et elle défend très bien, mais c'est pas la limiter qu'à ça. Il faut respecter ce que fait et ce qu'a fait cette équipe de Pologne et qui mérite d'être là. Pour assister à la 142e sélection du Golioris, un record, c'est près de 3000 supporters français qui sont attendus pour ce match. Ce ne seront pas les seuls à pousser derrière les Bleus puisque les familles des joueurs et du staff doivent atterrir ce soir au Qatar. Un vol affrété par la Fédération française de football est financé aux 2 tiers par les joueurs. Les familles assisteront à la rencontre demain, puis rendront visite aux Bleus à leur camp de base. Côté polonais, 1500 supporters seront présents au stade Altumama demain. Et pour cause, c'est historique. La Pologne va disputer son premier 8e de finale depuis 1986. Leur parcours, un match nul face au Mexique pour débuter, une victoire plus rassurante, 2-0 face à l'Arabie Saoudite, puis une défaite sur le même score contre l'Argentine. Il faudra se méfier tout de même de cette équipe polonaise et de 2 joueurs en particulier. Il y a 2 éléments. Il y a l'attaquant Lewandowski qui est un joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment et également Szczesny qui réalise un tournoi fantastique. Et je pense que si la Pologne aujourd'hui est en 8e de finale, il le doit également à son gardien de but. À suivre aujourd'hui le début de ces 8e de finale. Cela commencera à 16h avec le match entre Pays-Bas et États-Unis. Ce soir, l'Argentine affronte l'Australie à 20h. Oui, Minou. Hein? Attends 2 secondes. Oui, j'y suis. Oui, j'ai les sauces piquantes, j'ai tout ça, tout est chaud, tout est... Oui, j'arrive, allez, à tout de suite. C'est fou ça, j'ai l'impression qu'elle me connaît pas. Oh. Non, Omar, oui, c'est moi, je suis ton guide. Bienvenue dans la nouvelle app Zobet. Ici, tu contrôles tout de Paris. Tu choisis ce qui va te faire vibrer. Élimine le joueur grande et fort. Attends, non, désolé Omar. Non, je le prends pas. Tu as raison, c'est aussi ça le pari. Avec le nouveau Zobet, tu es son première loge pour parier. Zobet, parier sur le plaisir. C'est un manque de respect pour les téléspectateurs. Bien sûr que c'est un manque de respect. Je sais pas de quoi il parle, je vois même pas la télé, mais bon. Quoi, je vois... Eh ben voilà, toi aussi tu vas te prendre un carton. Ouais, change-moi la table. Carrément, tu changes d'équipe? Waouh. Eh ben savoir changer, ça change tout. Le Bon Coin, le bon pour tous. Achetez maintenant. Governor of Poker 3 apporte l'amusement à la table. Pouvez-vous bien jouer vos cartes? Choisissez une table, jouez avec finesse et battez des joueurs du monde entier en direct. Governor of Poker 3, recherchez GOP3, téléchargez l'application et jouez gratuitement. La météo avec Kaspersky. Votre vie en ligne est importante. La nouvelle solution Kaspersky protège les appareils contre toute menace. Kaspersky. La météo avec Conto. Avec le compte Pro Conto, simplifiez votre quotidien bancaire. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité.
Groupe Verlaine, le climat de confiance. Et nous avons toujours un temps agité, en tout cas un temps hivernal, avec une agitation qui se met en place dans ce flux de secteur sud sur le littoral méditerranéen. Ailleurs, on conserve encore des conditions très calmes ce samedi. Mais vous le voyez, ces pluies-là qui s'installent, qui remontent de Méditerranée sur les Cévennes, sur le littoral également. Pour la journée de demain, ça continue. On aura toujours ces précipitations localement soutenues, localement même orageuses sur l'extrême sud-est. Partout ailleurs, ces nuages qui restent nombreux, accompagnés quand même de quelques flocons qui pourraient voltiger en matinée, ici ou là, sur les régions plus au nord, de la neige à assez basse altitude sur l'ensemble des reliefs, Massif central en tout cas, et Alpes du Sud. Même chose dans le courant de l'après-midi, quasiment pas d'évolution, si ce n'est quand même les éclaircies qui reviennent sur le sud-ouest. Quelques pluies également qui s'installent sur les régions plus au nord. Les températures, c'est de l'air froid toujours. Les valeurs seront négatives par endroits. Moins 1 degré à Lille, jusqu'à 9 degrés. Ce sera pour Nice. Il fera un petit degré à Paris, tout comme à Bordeaux. Et dans le courant de l'après-midi, par endroits, très peu d'évolution, toujours du côté de Lille avec seulement 2 degrés, 5 à Paris et jusqu'à 17 degrés, malgré tout, toujours et encore en Corse. C'était la météo avec Kaspersky. Votre vie en ligne est importante. La nouvelle solution Kaspersky protège les appareils contre toute menace. Kaspersky. C'était la météo avec Conto. Avec le compte pro Conto, simplifiez votre quotidien bancaire. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Les titres à la une de l'après-info à 15h30. Que s'est-il passé hier devant ce collège de Sarcelles dans le Val d'Oise? Un adolescent de 13 ans a été poignardé. Un jeune s'est rendu à la police ce matin. Qui est l'auteur du coup de couteau? Quel est son motif? Cécile Olivier du service police-justice nous en dit plus. Et Boris Karlamov a rencontré le grand-père de la jeune victime. C'est un week-end de grève à la SNCF. 60% des TGV et des trains intercités sont annulés en raison d'un mouvement des contrôleurs. Ils menacent maintenant de faire grève pour la période de Noël. Le ministre des Transports appelle à la responsabilité collective. C'est le nouveau documentaire qui va faire trembler Buckingham, Harry et Meghan, le 8 décembre sur Netflix. Quelques heures après la révélation d'une première bande-annonce, la presse craint un nouveau séisme au sein de la monarchie britannique. Au royaume de Charles III, c'est autant le contenu de ce docu-série que son timing qui agace. Mais tout d'abord, ce drame à la une, cet adolescent de 13 ans poignardé hier en fin d'après-midi devant son collège à Sarcelles dans le Val d'Oise. Cécile Olivier est avec nous du service police-justice de BFM TV. Que s'est-il passé exactement devant cet établissement ? Eh bien, tout s'est déroulé en fait à la sortie des cours. Hier, vers 17h30, un élève de 13 ans de ce collège, le collège Voltaire à Sarcelles, a été poignardé. En fait, 3 adolescents s'en sont pris à lui, dont un lui a donné un coup de couteau au ventre, une plaie assez profonde sur le flanc gauche, mais son pronostic vital n'est pas engagé, il n'a jamais été engagé, il va mieux, il devrait sortir de l'hôpital d'ici demain. Cet élève a réussi à se réfugier dans l'enceinte du collège et même à identifier l'auteur du coup de couteau qui serait, selon ce qu'il déclare lui, un élève de 14 ans qui a été récemment exclu du collège. Cette agression reste mystérieuse, en tout cas pour le moment, mais un mineur de 14 ans s'est présenté ce matin à la police, s'est présenté au commissariat de Sarcelles. On ne sait pas s'il est l'auteur du coup de couteau ou l'un des 3, mais en tout cas son audition permettra peut-être d'en savoir plus et l'enquête est confiée au commissariat de Sarcelles. Merci Cécile. Boris Karlamov, vous êtes sur place à Sarcelles dans le Val d'Oise et vous avez pu rencontrer le grand-père de la jeune victime ? Oui, effectivement, Thomas, nous avons pu, avec Laurent Champion, échanger avec le grand-père de la victime qui a eu aujourd'hui son petit-fils par téléphone. Alors, cette victime, elle est toujours hospitalisée à l'hôpital Necker à Paris. Mais Cécile Olivier vient de le dire, ses jours ne sont plus en danger. Il devrait sortir de cet établissement hospitalier dans les toutes prochaines heures. Ses blessures, c'est une blessure au flanc gauche. Un coup de couteau qui a donc été donné devant son établissement scolaire ici au collège Voltaire à Sarcelles. Ce grand-père, il nous a paru pas très traumatisé par cette agression. Il n'a pas l'air vraiment surpris que ce petit collégien soit impliqué dans une bagarre. Ce qu'il faut dire, c'est que ce collégien, il avait rejoint ce collège depuis la rentrée, puisqu'il avait subi dans son établissement précédent une toute première agression. Une agression dont on ignore pour l'instant la nature. Le grand-père n'a pas voulu nous en dire un peu plus. Toujours selon ce
grand-père, eh bien, cet enfant n'a pas vraiment de problème à sa connaissance. Il est plutôt bon élève, mais là encore, il y a une certaine réserve quant à ses propos. Donc, pas plus d'informations donc sur le motif de cette agression. Ces 2 dernières semaines, 2 adolescents ont été tués à l'occasion de rixes entre bandes rivales dans la région parisienne, à Paris et dans le département des Yvelines. Merci Boris Karlamov en direct de Sarcelles pour BFM TV avec Laura Champion. On en vient à présent à cette autre actualité. Les fêtes de fin d'année, cette question, seront-elles menacées par les grèves dans les transports? Vous le savez, ce week-end, ce sont les contrôleurs de la SNCF qui sont toujours en grève. Seuls 60% des TGV et intercités circulent. Antoine Forestier, on vous retrouve à la gare de Lyon à Paris pour BFM TV. Ce mouvement social a des conséquences assez heureuses pour la concurrence. Oui, parce que ici, gare de Lyon, pour rappel, depuis hier, c'est 1 TGV sur 3 qui circule, 1 Ouigo sur 4. Et pour les passagers à destination de Lyon, par exemple, ce sont plus de 15 TGV qui ont été supprimés aujourd'hui. Il y a d'autres solutions. Il y a des Ouigo lents qui mettent 5 heures à arriver à destination, mais il reste très peu de place. Et il y a également cette concurrence italienne, Trenitalia, qui s'est implantée en France ici depuis environ 1 an et qui propose 5 allers-retours par jour entre Lyon et Paris. Certains passagers qui ont vu leur billet supprimé par la SNCF se sont reportés vers cette compagnie. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux interrogés au micro d'Hugo Dorsemel. J'ai choisi parce que je suis allé à une soutenance de thèse à Saint-Étienne et après avoir changé 2-3 fois de billets, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de moyens avec la SNCF de rentrer sur Paris. Donc on a pris le train italien. J'ai pu voyager dans de très bonnes conditions. D'abord, les conforts sont mieux. Il y a 3 zones de confort. Les tarifs sont très satisfaisants. Le rapport qualité-prix est excellent. En fait, j'ai pris mes billets un peu au dernier moment parce que je viens chercher une voiture sur Paris. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la grève a débuté. Donc, je voulais reprendre un TGV, mais il n'y avait malheureusement plus de place. Et du coup, j'ai essayé de trouver une autre solution alternative, etc. Et du coup, le train italien avait encore des places. C'est la première fois. Comment c'était? Tip top. Certains de ces passagers nous ont dit qu'ils n'hésiteraient pas à réserver de nouveau avec cette compagnie italienne si jamais il y avait de nouvelles grèves. Il y a d'abord des menaces puisque des préavis ont été déposés le 7 décembre prochain notamment et également pour Noël et pour le Nouvel An. Merci beaucoup Antoine Forestier avec Nils Cambier en direct de la gare de Lyon. Ces grèves alors que la direction de la SNCF et les syndicats précisent qu'une nouvelle phase de négociation doit avoir lieu la semaine prochaine. Concernant les chefs de bord précisément, ce matin le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a appelé les grévistes à la responsabilité. J'ai échangé avec notamment la direction de la SNCF encore ces derniers jours. Moi, je ne me résous pas à ce que les choses soient écrites. Et donc, il doit y avoir une discussion, un dialogue social. Il y aura des discussions sur la question du pouvoir d'achat, notamment encore dans les prochains jours. Quand je suis arrivé, il y avait des grèves à la SNCF. Elles ont pu s'arrêter parce que le dialogue social a repris. Et puis parce que chacun aussi doit avoir un esprit, je crois, de responsabilité. Notre pays vit une période qui n'est pas facile. On le voit avec la question de l'énergie, les questions d'inflation, de pouvoir d'achat, chacun le ressent. C'est vrai pour tous les salariés, y compris à la SNCF, bien sûr. Mais il faut avoir, je crois, ce sentiment de responsabilité collective. La grève, mais aussi l'inflation qui font peser de gros doutes sur les fêtes de fin d'année. Avec la hausse des prix, les Français vont-ils se serrer la ceinture pour faire leurs cadeaux? Marion Hossel est allée à la rencontre des personnes en train de commencer déjà leur shopping à Paris. C'est le début de la dernière ligne droite et l'heure pour le Père Noël d'aller faire les courses. Alors niveau budget, cette année, les Français ont majoritairement fait le choix de conserver un budget similaire pour les cadeaux à celui de l'année dernière. 354 € en moyenne pour ces cadeaux, comme les clients de ce centre commercial nous le confirmaient ce matin. Ouais, à cause de l'inflation, tout est plus cher, facture d'électricité, donc on essaie de faire attention. Après, c'est pour la famille, donc moi, je compte pas trop quand même. Non, j'ai fait un peu plus attention quand même que les autres années, mais j'ai quand même envie de faire plaisir, donc du coup, quand j'ai un cadeau coup de cœur, je le prends. Et pour préserver le pouvoir d'achat des Français, les grandes enseignes s'adaptent également. Alors il y avait eu le Black Friday et ses promotions, mais ces ristournes, certaines continuent jusqu'à Noël. Alors depuis ce matin, il y a du monde dans les allées de ce centre commercial au centre de Paris. Nous ne sommes pas encore dans le stress des derniers jours, mais je peux vous le dire, dans les rayons, tout est prêt pour que le pied du sapin soit bien fourni dans quelques semaines. Alors d'autres mouvements sociaux sont-ils à craindre pour 2023 ? Elisabeth Borne a choisi d'annoncer le 15 décembre prochain aux syndicats et aux Français ce que contiendra la réforme des retraites qui sera présentée en janvier prochain. Emmanuel Macron, ce midi, en interview à nos confrères de TF1, a confirmé l'importance de relancer cette réforme. Il ne faut pas être bravache et dire j'irai au bout. Oui, nous devons faire cette réforme. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si on ne la fait pas,
on laisse le système de retraite par répartition en danger. Toutes les études sérieuses le montrent. Le comité de suivi des retraites l'a très bien montré. Les besoins de financement sont massifs et ils vont continuer de s'accroître dans les prochaines années. Et donc le seul levier que nous avons, c'est de travailler un peu plus longtemps. Et il se trouve que quand on compare la France avec tous ses voisins, nous avons de la marge. Décryptage avec Mathieu Coache du service politique de BFM TV. Emmanuel Macron l'a dit, il va aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Par exemple, il ne cédera pas du terrain sur les 65 ans? Alors ça, c'est la partie la plus incertaine. Ce qu'il dit, ce qu'il confirme, c'est qu'il n'y aura pas de retour en arrière, effectivement, comme en 2020. Il dit qu'il a le mandat des Français pour faire cette réforme, qui a longuement été présentée pendant la campagne présidentielle. Et puis ce qu'il ne dit pas, mais ce que l'on sait par son entourage, c'est que stratégiquement, il estime aujourd'hui qu'il aurait beaucoup plus à perdre à ne pas faire cette réforme qu'à y aller, quitte à devoir affronter des manifestations, des grèves, et ça, le gouvernement s'y prépare déjà. En revanche, sur la méthode, il devrait y avoir des différences majeures par rapport à 2020. Vous vous souvenez des explications absolument incompréhensibles sur le système de retraite à points? Eh bien, c'est fini. Ce sera, Emmanuel Macron le répète d'ailleurs dans cette interview, une réforme efficace et juste, c'est en tout cas comme ça qu'elle sera présentée, et cette volonté de justice sociale, elle va être répétée, rabâchée dans les jours et dans les semaines qui viennent, avec un minimum retraite qui pourrait atteindre 1 260 € net, la prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, la fin des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. En revanche, et là pour répondre à votre question, ce que ne dit pas Emmanuel Macron dans cette interview, c'est l'âge légal de départ à la retraite. Travailler plus longtemps est le seul levier, dit-il, mais plus longtemps, est-ce que c'est 65 ou 64 ans? Eh bien, on sent que c'est évidemment la seule variable d'ajustement acceptée aussi bien par Emmanuel Macron qu'Elisabeth Borne. Réponse donc le 15 décembre lorsque le projet de réforme sera présenté aux partenaires sociaux. Alors c'est très bientôt parce que ça aussi c'est une leçon de 2020. Le gouvernement veut aller vite et ne pas tomber dans un tunnel de négociation. À suivre. Merci beaucoup Mathieu Coache. Grippe, bronchiolite, Covid, Santé publique France alerte sur une triple épidémie complètement inédite en ce moment avec plus de 59 000 nouveaux cas quotidiens. L'épidémie de Covid est clairement en pleine reprise, plus 21% en 24 heures. Les hospitalisations, quant à elles, augmentées de 20% en une semaine. Alors pour passer des fêtes de fin d'année sereines, les médecins invitent à se faire vacciner, à avoir sa dose de rappel. Dans quel cas y recourir? Hugo Dorsemène avec Jules Boiteau. Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, les médecins insistent sur l'importance de la vaccination, même pour les personnes avec un schéma complet. Quand est-ce qu'on a fait le rappel Covid, nous? On l'a fait... En janvier, je vois. Et dites donc, il en faut un autre. Hein. Mais je suis à 3. 2 plus une contamination. Oui, il faut au moins une en plus. Selon Santé publique France, toute personne de 12 ans et plus est éligible à une 3e dose de vaccin, 3 mois après la seconde, peu importe le nombre de contaminations et la fragilité des patients. On sait que les gens qui ne sont pas fragiles ne vont pas être très malades, mais peuvent être contagieux et contaminer les gens fragiles. Donc par exemple, moi qui ne suis pas très fragile, je suis bien vacciné contre Covid et grippe. La campagne pour la 2e dose de rappel est également lancée. Sont éligibles les personnes de plus de 60 ans ou à risque, les résidents en EHPAD, le personnel de santé, mais aussi tous ceux qui sont en contact avec des personnes vulnérables. Une dernière catégorie qui englobe une très grande partie de la population. Quand on dit aux personnes qui sont en contact des personnes fragiles, c'est la population élargie. Et c'est pas plus mal que ça, puisque nous avons cet outil qui fonctionne. La réduction drastique de la mortalité, de l'impact hospitalier est indéniable. Pour améliorer l'efficacité du rappel vaccinal, le gouvernement recommande les sérums ARN messager bivalents qui protègent contre tous les variants du virus. En France, il s'agit des vaccins Pfizer et Moderna. Et voilà qui répond à la question des personnes éligibles à la première dose de rappel, donc la 3e vaccination, si vous avez bien suivi. Des personnes pas forcément à risque, mais pas vaccinées depuis plus de 6 mois. Bruno Felus, bonjour. Vous êtes pharmacien à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Alors, il y a toujours des personnes éligibles à ces doses de rappel. On va les rappeler, les préciser. Est-ce qu'elles viennent plus nombreuses en ce moment dans vos pharmacies? Oui, avec justement la température, le froid qui arrive, l'hiver et la campagne de vaccination grippe qu'on a eue depuis le mois d'octobre qui a démarré. On commence à se recentrer un petit peu sur l'apparition du Covid, plus les tests. Donc il y a une prise de conscience de la population et d'un certain âge pour venir se faire vacciner dans les pharmacies ou dans les lieux où on peut les vacciner. Tout le monde peut venir ou vous vous concentrez d'abord sur les personnes à risque? On se concentre déjà sur les personnes à risque. Les jeunes ne sont pas prioritaires, mais aujourd'hui, il n'y a pas assez encore
de personnes à risque qui se sont refait vacciner de la 4e ou de la 5e dose. Justement, on rappelle que pour cette 4e dose notamment, hein, c'est donc le 2e rappel, ce sont les plus de 60 ans qui sont concernés actuellement, résidents d'EHPAD, personnes à risque, personnes vivant avec des personnes à risque et les femmes enceintes, hein, pour faire dans les grandes lignes. Est-ce que vous subissez une hausse de ces demandes de tests ou de ces demandes de vaccination actuellement? Votre activité se déporte dessus ou pas encore? L'activité de pharmacie, officine de ville, comme le milieu médical, en période hivernale, il est au maximum entre les différentes maladies hivernales. Vous avez parlé de la bronchiolite, on a le Covid, on a la grippe. Mais habituellement, c'est un peu l'une après l'autre. Là, tout arrive en même temps. Tout arrive en même temps. On arrive à gérer. On n'est pas très inquiets, les pharmaciens. On s'organise, hein, comme on a pu faire depuis quelques années. Alors, c'est vrai qu'il faut prioriser un petit peu les actes. Et surtout, en plus, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a d'autres problèmes en officine par les laboratoires pharmaceutiques. On a des ruptures de médicaments. Alors, lesquels, par exemple? Vous avez certains antibiotiques, des antalgiques, des produits qu'on n'arrive pas à avoir, alors qu'on arrive à substituer. Mais on sent que les stocks se tendent, on sent qu'il va y avoir un petit problème. Mais voilà, c'est assez compliqué de gérer les ordonnances aujourd'hui. Donc, on nous rajoute encore des difficultés à la difficulté. Et on a parfois un peu de mal à gérer. On arrive quand même, mais c'est vrai qu'on a une période un peu stressante pour le milieu médical, mais on s'organise. Alors d'ailleurs, pour simplifier les choses sur la vaccination, est-ce que vous conseillez de se faire vacciner en même temps contre le Covid et contre la grippe? Oui, vous pouvez. Vous pouvez vous vacciner en même temps, bras droit, bras gauche, grippe et Covid, et comme ça, vous l'avez fait. Ou il y a certaines personnes qui veulent attendre. Là, le but, c'est de se faire vacciner. Donc, si on attend entre 15 jours, une semaine, on le fait en même temps, c'est pas grave. Le but, c'est d'avancer. Aujourd'hui, la grippe est importante parce qu'elle arrive, elle est forte pour les jeunes, pour les moins jeunes. Mais en tous les cas, voilà, il faut savoir gérer sa vaccination. Covid, grippe, Covid, on sait, c'est pour les personnes sensibles. Mais la grippe aussi, allez dans vos pharmacies, vous faire vacciner parce que ça reste important et ça augmente les défenses immunitaires. Vous évoquez la pénurie de certains médicaments. Ce sont des médicaments qui sont normalement prescrits dans le cadre de ces maladies de saison, oui. C'est ça? C'est ça le problème aussi. Souci. C'est que vous avez des antibiotiques, des antalgiques, des anti-inflammatoires qui sont prescrits vraiment à cette période de l'année. Et vous trouvez quelle alternative alors quand même? Soit on substitue parce qu'on n'a pas le choix, on trouve une autre famille d'anti-inflammatoires par exemple, ou les antibiotiques, on passe à une autre forme galénique parce qu'il y a des formes galéniques qui sont en rupture. Donc on trouve pour des enfants, on arrive à avoir des comprimés qu'on peut diluer dans l'eau. Donc en les coupant une fois, 2 fois pour arriver à trouver des quarts, des dosages, on arrive à s'en sortir. Ça devient compliqué quand même. Mais ça devient compliqué, voilà, pour le goût, pour le produit qui se dissout dans l'eau, c'est pas évident pour les parents, ni pour les personnes qui se soignent. Mais c'est vrai que les médicaments qui sont en rupture actuellement, c'est ceux qu'on a le plus besoin dans ces périodes d'année. Pour en revenir à la vaccination et pour conclure sur ce sujet, Bruno Felous, que vous disent les gens qui viennent dans vos pharmacies? Vous avez l'impression qu'ils sont au courant, qu'ils ont bien compris ce qui est en train de se passer sur cette campagne de rappel? Oui, ça fait quand même 3 ans qu'on parle du vaccin. Tout le monde a été vacciné depuis 1 an et demi, 2 ans. Vous savez, les Français sont très bien informés. Ils sont responsables. Moi, je les vois mettre des masques quand ils en ont besoin. Je les vois se protéger, Vous en protéger les autres. D'ailleurs des masques en ce moment? On en vend toujours. Oui. Pour être franc, les masques, on les a toujours vendus. On a un peu de stock, tout va bien. Mais je vous dis, les Français sont capables de se gérer et ils arrivent dans leur pharmacie, dans les lieux où ils peuvent se faire vacciner. J'ai une totale confiance et au contraire, ça nous permet de mieux travailler dans ces moments-là. Merci pour cette note d'optimisme, Bruno Felous, et bon courage pour les semaines à venir, pharmacien à Levallois-Perret. On le rappelle. Cette question à présent, tout autre sujet. Y aura-t-il bientôt un nouveau séisme au sein de la monarchie britannique? La presse outre-Manche le craint depuis la révélation de cette première bande-annonce d'un documentaire sur Harry et Meghan qui sera bientôt diffusé sur Netflix. C'est autant le contenu du docu-série que le timing de sa diffusion qui agace. Les explications de Laure Von Ruymbeck, notre correspondante à Londres. Oui, car la bande-annonce est sortie jeudi, c'est-à-dire en pleine tournée de William et Kate aux États-Unis. Et pour les fans de la monarchie, ça ne passe pas du tout. Des sources au palais de Buckingham affirment à la presse que cette décision grossière a été prise délibérément pour torpiller le voyage de William et Kate. Ils surnomment d'ailleurs Harry et Meghan les Kardashians, car ils cherchent toujours l'attention. Selon le Daily Mirror, William et Kate, à leur retour, vont s'entretenir avec le roi Charles pour une réunion de crise. Du côté des proches du palais, on veut afficher
un front uni pour faire face à la tempête. Et les collaborateurs de Charles, de William et de Kate vont regarder cette série pour réagir rapidement à toute accusation préjudiciable à la monarchie. Ils reprochent au Sussex de tout étaler sur la place publique alors que la famille a tenté à plusieurs reprises de faire la paix en privé. Le Daily Mail, un autre tabloïd également pro-monarchie, a publié hier soir un sondage dans lequel près de 10 000 lecteurs ont participé et 98% d'entre eux veulent que le titre de duc et de duchesse leur soit retiré. Le Télégraphe, de son côté, a publié une enquête sur ce que pensait réellement la reine Elisabeth II à la fin de ses jours. Elle aurait été dévastée par la trahison de Harry et Meghan et aurait demandé à plusieurs reprises pourquoi persiste-t-il à attaquer l'institution qui leur a tant donné. Donc vous l'avez compris, c'est une semaine très compliquée pour la famille royale qui doit faire face à des accusations de racisme, à cette bande-annonce. Et on parle déjà de l'autobiographie du prince Harry prévue pour le 10 janvier et qui s'annonce elle aussi être explosive. Et l'inquiétude grandit aussi sur l'état de santé de Pelé. En ce moment, selon les dernières informations des médias brésiliens, le footballeur serait désormais en soins palliatifs. Regardez, Kylian Mbappé a réagi cet après-midi sur Twitter en adressant ses prières pour le roi Pelé. Une nouvelle forcément qui attriste un petit peu dans ce contexte de Coupe du Monde que l'on suit évidemment au Qatar. Regardez, ce stade, c'est celui qui va accueillir le premier match de 8e de finale. Ça commence aujourd'hui, c'est Pays-Bas-États-Unis qui se joue dans ce stade du Qatar. Et demain, ce sera donc au tour de la France d'affronter en 8e de finale la Pologne. En conférence de presse aujourd'hui, Antoine Griezmann n'a pas hésité à remercier son sélectionneur Didier Deschamps. Je lui dois tout en équipe de France. C'est lui qui m'a appelé et depuis, on s'est pas quitté. C'est une très belle relation. Je donne tout pour le maillot, pour la France, mais aussi pour lui. Chaque match, chaque action, c'est comme un merci que je lui envoie et essayer de tout faire pour qu'il soit fier de son numéro 7. Et le match France-Pologne, ce sera demain à 16h. On se retrouve dans un instant. D'abord la météo, Alexandra Larue.